Existe-t-il une histoire secrète des États-Unis que les médias choisissent d'ignorer? Pourrait-il y avoir une société clandestine de riches financiers qui aurait provoqué toutes les guerres et les dépressions? Y a-t-il une élite de l'ombre qui tire doucement les ficelles de notre monde pour la réalisation de son programme politique? Les réponses à ces questions pourraient vous surprendre. Il y a près de 200 ans, Thomas Jefferson écrivait « Si le peuple américain donnait un jour le pouvoir aux banques d'émettre la monnaie, les banques et les compagnies qui en résulteraient déposséderaient tous les gens de leurs propriétés jusqu'à ce que leurs enfants se réveillent sans abri sur le continent que leurs pères ont occupé. » Depuis la fondation des États-Unis, il y a eu une bataille constante pour savoir qui contrôlerait la quantité d'argent en circulation dans le système. Serait-ce une banque centrale ou bien le peuple, par le biais du Congrès, pour le bénéfice de tous les Américains? Tout tourne autour de la Réserve fédérale, une banque privée à qui on a donné le monopole de la création de la monnaie de papier. Chaque billet de $100 que le système de réserve fédérale imprime et qui est vendu au gouvernement des États-Unis à sa valeur nominale représente un prêt de $100. Même si le gouvernement l'achète, il doit quand même payer des intérêts. Un siècle après Jefferson, Abraham Lincoln élaborait sur le même sujet. Le gouvernement doit créer, émettre et distribuer toute la monnaie. La création de la monnaie est une prérogative suprême du gouvernement. En suivant ces principes, les contribuables vont économiser des sommes importantes en intérêts et l'argent va cesser d'être le maître pour se mettre au service de l'humanité. En quoi les peurs exprimées par Jefferson, Lincoln et les économistes contemporains sont-elles liées à ce que le président George Bush appelle le nouvel ordre mondial? C'est une conspiration, il n'y a pas d'autre mot. C'est une conspiration contre le peuple américain et le monde occidental. Nous allons examiner la scène d'un crime si grave que vous n'allez pas y croire. Un crime tellement bien ficelé que plus de 80 ans plus tard, la plupart des gens ignorent qu'il a été commis. La création du système de réserve fédérale englobe plus que la monnaie. Certains y voient la naissance d'une conspiration criminelle pour voler l'argent durement gagné par la classe moyenne américaine. D'autres croient que cela fait partie d'un plan pour amener le monde entier sous la coupe d'une élite internationale qui travaille dans l'ombre et qui a appelé son projet le Nouvel Ordre Mondial. Au milieu de tout ça, on retrouve des guerres, des assassinats et des martiens. En fait, si ce n'était pas de ces martiens, vous auriez peut-être entendu parler de cette conspiration incroyable il y a bien longtemps. Le 30 octobre 1938, le réseau Mercury interrompt la musique de Ramon Raquello et son orchestre en direct de l'hôtel Park Plaza de New York pour la présentation d'un bulletin spécial. La célèbre diffusion de la guerre des mondes commence ainsi et décrit de façon hyper réaliste une invasion de martiens. Avant la fin de la soirée, 1 million de personnes prises de panique ont envahi les rues. A story which has become familiar to children through the medium of comic strips and Durant 50 ans, un lourd secret a pesé sur cet événement. Il semblerait que la diffusion de la pièce d'Orson Welles ne soit pas un simple exploit artistique. had such an immediate and profound effect upon radio listeners. Ce serait en fait un test psychologique complexe de stratégie militaire effectué par C.D. Jackson pour le compte de la Fondation Rockefeller. Quand les résultats sont analysés 2 ans plus tard, ils sont distribués à des groupes élitistes qui se tiennent loin des feux de la rampe. On compte parmi eux le groupe Bilderbergers, la Commission trilatérale, le Conseil des relations étrangères et la Réserve fédérale. C.D. Jackson avait un poste similaire à celui du directeur du Conseil national de sécurité à la Maison-Blanche sous Eisenhower. C'était le chef de la guerre psychologique. La mise au jour du véritable but de la diffusion de la guerre des mondes, c'est-à-dire dans le cadre d'un test psychologique militaire, est essentielle pour comprendre pourquoi les experts croient que la Réserve fédérale, le groupe Bilderbergers et d'autres groupes du genre tirent les ficelles qui contrôlent nos sociétés.
C'est une fraternité dont les membres ont un objectif en commun, celui de garder le contrôle. L'Amérique s'est développée et s'est enrichie si rapidement que nous avons toujours été la bête noire de ces types du nouvel ordre mondial. Ils n'ont jamais réussi à exercer totalement leur contrôle sur nous. L'Amérique est leur cible principale et quand ils l'auront eu, le reste du monde suivra rapidement. Des manias comme JP Morgan, par exemple, qui était si riche qu'on l'a choisi comme emblème du jeu de Monopoly, se cachent derrière la façade de la version officielle de l'histoire. Mais leurs objectifs secrets seraient tissés à même l'économie mondiale. Si c'est vrai, nous ne serions que des pions dans un jeu dont les règles ont été écrites dans les corridors de clubs sociaux privés il y a plus d'un siècle. Au large de la côte de la Géorgie, à des centaines de kilomètres au sud de New York, la capitale bancaire du monde, se trouve l'île Jekyll, une retraite d'hiver pour les personnes riches et célèbres. Ce petit paradis au milieu de l'océan a déjà été la propriété de M. Monopoly lui-même, le financier international JP Morgan. C'est à cet endroit que 6 banquiers internationaux, réunis en huis clos dans le plus grand secret, ont élaboré les plans de ce qui allait devenir l'institution privée la plus puissante de l'Amérique, le système de réserve fédérale. L'histoire de l'île Jekyll est l'une des histoires les plus fascinantes du XXe siècle. Vous avez ces banquiers qui prennent ensemble un train réservé à Hoboken. Imaginez 5 des banquiers les plus importants du monde dans le même train. Les journalistes voulaient savoir ce que cela cachait, mais pendant des années, le secret est resté impénétrable. C'est à la demande du célèbre poète Ezra Pound que Eustace Mullins commence sa propre recherche sur les origines véritables de la réserve fédérale. Plusieurs des jeunes amis artistes et écrivains d'Ezra Pound sont morts durant la Première Guerre mondiale. Il voulait comprendre pourquoi ils étaient morts. En fouillant chacun des livres dans chacune des allées de la section économie de la librairie du Congrès, je suis tombé sur un petit magazine qui racontait l'histoire de l'île Jekyll. Quand je l'ai apporté à Ezra Pound, il était aux anges. C'était la découverte la plus importante de sa vie. Ezra Pound appelle cette histoire le plus grand roman policier du XXe siècle. Mais pourquoi? Andrew Gray, le petit-neveu de l'un des 6 hommes qui ont comploté pour la création du système de réserve fédérale, se moque de ceux qui parlent de cabale secrète. Je me demande pourquoi la réunion de l'île Jekyll doit nécessairement être vue comme un complot. D'abord, mentionnons que la nécessité de confidentialité ne veut pas forcément dire qu'il y a conspiration. Les lois importantes ne peuvent pas être élaborées sur la place publique. En 1910, ils se donnent le nom de Club de l'île Jekyll. Ensemble, les membres représentent 1/6 de la richesse mondiale. Ils désirent tellement que les réunions restent secrètes qu'ils utilisent des noms de code même entre eux. Pour les initiés, la phrase « Nous allons en Jamaïque » veut dire qu'ils se rendent à l'île Jekyll. L'excuse pour justifier le tout a été la crise monétaire de 1907, qui a été manigancée par Jacob Schiff et Rockefeller pour prendre le contrôle de sociétés qui les intéressaient. Ils ont dit « Nous venons de vivre une autre crise nationale.